On arrête de tweeter et on vient s'asseoir. Bonsoir. Je fais la promotion de l'émission sur les réseaux sociaux. Alors allez-y, continuez. Je suis en train de taguer BFM TV. N'hésitez pas. Bonsoir messieurs. Bonsoir. BFM TV et Week-end Direct, c'est important. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes philosophe, écrivain, réalisateur aussi de 2 documentaires, notamment sur l'Ukraine. Le dernier s'appelle Slava Ukraini. Vous étiez venu sur ce plateau pour en parler avec nous. On est ravis de vous retrouver. On va commencer avec l'actualité en France, tout d'abord. Est-ce que vous avez regardé hier soir le Festival de Cannes? Est-ce que vous y étiez, d'ailleurs, peut-être? Je n'y étais pas, mais vous auriez pu? J'aurais pu, absolument. Mais j'ai capté ce qui s'y est passé, bien sûr. Alors justement, voilà ce qui s'est passé et ce qui a suscité beaucoup de réactions lorsque la lauréate de la Palme a tenu ce discours très politique. En l'occurrence, il s'agit d'une réalisatrice française, Justine Triet. Écoutez-la. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. Alors, ça a suscité un torrent de réactions. Dans la foulée de ces mots, il y a eu notamment la réaction de la ministre de la Culture, qui hier soir s'est dit estomaquée, et ce matin, l'état d'esprit était à peu près le même. Écoutez-là, c'était sur BFM TV. Je trouve que c'est ingrat et injuste. En plus, je venais d'annoncer la semaine dernière à Cannes 350 millions d'euros, un nouveau plan jusqu'à 2030 pour développer nos infrastructures de tournage et pour développer la formation. On va doubler nos capacités de formation pour justement former la relève, faire émerger de nouveaux talents. Là, je pense que dans le discours de Justine Triet, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. Je respecte ses positions. Elle a visiblement cet argumentaire en tête. Elle part de la réforme des retraites qu'elle conteste. Je veux aussi rappeler que c'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, que cette réforme a évolué, s'est enrichie du débat parlementaire. On parlait de 65 ans, on est passé à 64 ans et je vous passe toutes les autres évolutions qui ont bien montré à quel point le gouvernement a écouté, a fait évoluer cette réforme. Et elle part de ça pour arriver finalement à critiquer le système d'aide d'aujourd'hui et à dire qu'avant c'était mieux. Moi j'aimerais bien qu'elle me donne les chiffres, les faits sur lesquels elle se base pour considérer que aujourd'hui la culture est marchandisée et l'exception culturelle cassée. Je voudrais juste préciser que Justine Triet a reçu la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute, parce qu'on parle quand même avant tout de cinéma. Depuis ces déclarations donc, de la réalisatrice, on entend un peu tout en fait. Il y a ceux qui saluent son courage, qui disent que c'est bien de tenir un discours engagé, que ce discours était revigorant et que Cannes, ça doit aussi servir à ça. Et puis il y a ceux qui disent que c'est une enfant gâtée et qu'elle crache dans la soupe. Vous êtes dans quel camp, vous ? Et moi, je pense que sur le principe, elle a totalement raison. Cannes, c'est fait pour ça. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Catherine Deneuve dans la cérémonie d'ouverture quand elle a lu ce poème de la poétesse Ukrainka qui était magnifique. C'est ce qu'ont fait ces 2 mannequins, Alina Baïkova, quand elle a profité de la montée des marches pour découvrir un t-shirt où il y avait marqué « I fuck Poutine ». C'est ce qu'a fait cette mannequin iranienne qui, en soutien aux femmes iraniennes, a porté une robe qui était tenue au cou par une corde de pendu. Donc, sur le principe, Cannes, c'est une tribune, c'est une caisse de résonance. Là où je crois qu'elle a tort, mais pas enfant gâté, elle a tort, objectivement, c'est sur la marchandisation de la culture et la fin de l'exception culturelle. Ça n'est pas exact. Et là, je crois que la ministre a raison. Les chaînes publiques, les chaînes privées, Canal+, font pour le cinéma. Alors, il y a la loi, d'ailleurs, qui l'exige, et puis il y a une tradition française, font autant qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, oui sur la forme, mais non sur le fond. Oui, sur utiliser le Festival de Cannes comme une caisse de résonance et pour y faire du tapage. Oui, voilà. mais c'est ce que vous disiez. Est-ce que le risque, c'est que ça n'est pas que ce festival devienne la caisse de résonance de toutes les revendications possibles? Il a été donc question de la réforme des retraites, de l'Ukraine, de l'Iran. Oui, attendez, manifester sa solidarité avec les femmes pendues
ou lapider en Iran, c'est la moindre des choses quand on est une artiste. Manifester sa solidarité avec les Ukrainiens bombardés, c'est noble et c'est juste. Heureusement que Cannes est là. Et moi, en effet, j'ai eu des films en sélection officielle à Cannes à 3 reprises. Je ne me suis pas privé, en haut des marches, de faire passer des messages. De faire le maximum de tapage et de faire passer le maximum de messages. C'est juste, c'est une des fonctions de Cannes. L'art n'est pas, le cinéma n'est pas dans les nuées désengagées, il est dans la cité. Oui, mais alors précisément, elle était sur scène devant ces centaines de personnes au moment de recevoir la Palme d'Or, réalisatrice française. Est-ce que vous n'auriez pas préféré qu'elle parle du conflit ukrainien? Parce que vous, c'est votre combat. J'aurais préféré, attendez, chacune ses combats et chacun ses combats. Catherine Deneuve a parlé des Ukrainiennes, d'autres ont parlé des Iraniennes. Bon, je vous pose la question parce que certains disent « Ok, c'est important la contestation contre la réforme des retraites, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave en ce moment dans le monde dans lequel on vit? Est-ce que c'était vraiment la priorité ?» Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit comparable à ce qui s'est encore passé la nuit dernière à Kiev pour l'anniversaire, pour le 1541e anniversaire de la ville de Kiev, c'est-à-dire ces bombardements massifs, ces 60 drones shahids iraniens. Voilà, donc oui. Oui, mais elle, si je puis me permettre, elle ne parlait pas que de ça, en l'occurrence, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Justine Triet. Justine Triet. Elle parlait remarquable actrice dans l'ensemble. Je dirais peut-être tout à l'heure ce que j'en pense, mais un gouvernement néolibéral. Bon, ça, c'est complètement délirant de parler évidemment de système et de gouvernement néolibéral, vu l'argent englouti public dans le cinéma chaque année. La Cour des comptes, par exemple, n'arrête pas de demander que ça s'arrête, en tout cas que ce soit réformé le système des intermittents du spectacle. Donc c'est quand même très bizarre de dire ça, mais elle ne parlait pas que des retraites, elle dénonçait plus globalement ce qu'elle perçoit comme une certaine brutalité institutionnelle. Je crois que ce n'est pas concernant le cinéma. Je crois que ce n'est pas exact. Je vois les chaînes du service public. Non, mais elle parlait par exemple des violences dans les manifestations. Voilà. Oui, son propos était plus large. En tout cas, vous dites, vous, puisque vous êtes aussi un homme de cinéma, que le cinéma français vit bien, qu'il est bien doté. Je crois que l'exception culturelle française, elle est unique en Europe et probablement au monde. Merci Malraux, merci Jacques Lang et merci tous les ministres de la Culture et présidents qui ont maintenu cette tradition avec le temps. Ça, c'est un fait incontestable. Pablo. Ça donne sa chance aux premiers films, ça donne sa chance aux jeunes auteurs. L'échec d'un film n'est pas une raison de ne pas continuer. Je connais aussi un peu le système américain. Je peux dire que lui est implacable. Exactement. Pas de seconde chance pour un héros américain ou pour un cinéaste américain. Non. Quand ça marche pas, c'est terminé. Je pense effectivement qu'il faut rendre hommage à tous les gens qui ont lutté pour que puisse exister cette exception culturelle française. Néanmoins, le cinéma, aujourd'hui, ils ont peur. Les cinéastes, tout le monde du cinéma, ils ont peur pour cette exception culturelle française. Ils ont tenu il y a 6 mois des états généraux du cinéma, précisément pour alerter à la fois leur ministère de tutelle, mais pour alerter finalement tout le milieu du cinéma et dire attention. Attention parce que là, on rentre en concurrence. Le cinéma, les salles, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir comment est financé le cinéma. Ce sont principalement les chaînes de télévision et un système de taxes en fait sur les billets qui permet d'abonder le CNC et après de reverser des aides. Le problème c'est que les gens ils vont un peu moins au cinéma qu'avant parce que c'est mis en concurrence avec des séries télé, en gros Netflix, Amazon Prime, etc. qui eux ne financent pas le cinéma français. Et ce que demandaient ces gens-là, c'était ça qu'elle faisait référence. Exactement. Si on veut sauver cette exception culturelle, il faut les récupérer. On a toujours raison de dire attention et de donner l'alerte. Oui. Toujours raison. Il vaut mieux le faire avant qu'après. 2, si les gens vont moins au cinéma, c'est pas la faute à la marchandisation de la culture. Ou à la fin, parce que en fait, c'est considéré comme un bien culturel par Netflix, Amazon Prime, etc. Ils vont moins au cinéma pour des tas de raisons, en particulier parce que les années Covid ont créé une espèce de nouvelle habitude qui consistait à regarder des séries chez soi, etc. Et faisons-les participer au financement de nos films. Et d'ailleurs, pas que de nos films, parce que le CNC, ça abonde énormément de films au-delà des frontières françaises. On finance des films turcs, on finance
finance des films dans le monde arabe, on finance des films Vous feriez pour les faire et on participer au soutient, financement ? ça c'est une initiative récente qu'a prise le CNC, on soutient dans le monde entier les cinéastes bâillonnés, empêchés ou emprisonnés. Un peu comme il y a le Pen Club des écrivains, il y a maintenant au sein du CNC, ça je ne connais pas d'autres pays où ça existe, je ne suis pas là pour être l'avocat du CNC, mais c'est un fait, une espèce de Pen Club des cinéastes qui fait que les cinéastes empêchés de tourner, eh bien, ils sont aidés par le CNC qui est une émanation du ministère de la Culture. Mais où ce sont des professionnels de la profession qui gèrent cette taxe affectée. Je voudrais qu'on écoute Violette Spilbou, qui est députée de la majorité, précisément sur le système français. Écoutez. Je comprends la réaction de la ministre. J'ai été concernée non pas qu'elle soit libre de s'exprimer, ça, bien sûr, tout artiste est libre de s'exprimer, quelles que soient d'ailleurs les subventions qu'il reçoit, ce n'est pas le sujet, mais d'utiliser la tribune du Festival de Cannes, qui est un moment de rêve, un moment de représentation de la France dans le monde entier, pour dénigrer finalement notre pays, ce qu'il s'y passe, eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était indécent. Moi, ça m'a choqué d'entendre ce moment où finalement on utilise le rayonnement de la Palme d'Or pour faire de la propagande politique qui finalement est saluée par Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'elle dit aussi, Violette Spilbou, c'est qu'on a de la chance d'être en France. Est-ce que vous dites souvent ça aussi, dans le cadre de votre travail ? Naturellement. Et je me dis ça quand je rentre du Kurdistan combattant Daesh, je me dis ça quand je rentre d'Ukraine sous les bombes, bien sûr, je me dis ça. Et quand je fais des films, je me dis que j'ai de la chance d'être en France. Il y a un système d'encouragement à la création, à la prise de risque et aux films engagés, dont je vous répète qu'il est, il est unique. Voilà, et je n'en connais pas d'équivalent. Et je connais un peu le sujet. Vous savez, je suis depuis 30 ans partie prenante dans l'aventure d'Arte, voilà, depuis quasiment sa création. Et je vois bien la manière dont Arte, comme France 2 et France 3, France Télévisions, encourage ce cinéma engagé, ce cinéma qui porte un message, ce cinéma qui entre dans la cité et qui décide d'y faire passer du sens. Donc vous pourriez dire, comme certains qui parlaient hier soir d'une enfant gâtée non, je dis même pas, si vous soutenez la non, démarche. Je ne dis pas enfant gâté parce qu'en effet, on a le droit de recevoir... On a le droit d'être gâté et de tenir les propos qu'on veut, y compris de cracher dans la soupe. Voilà, cracher dans la soupe n'est pas une chose. On a le droit d'avoir été aidé et puis d'attaquer. Et de continuer à se battre pour que le système... Et de continuer à se battre, quoi qu'il en coûte, même si ça vous coûte l'amitié de ceux que vous avez. C'est pas le sujet, ça. Je pense simplement, vous m'avez posé deux questions. Est-ce que ce qu'elle disait était juste? Non, parce que le cinéma, c'était pas exact. Mais elle a eu raison de le faire. Est-ce qu'il y a des problèmes plus graves aujourd'hui que la réforme des retraites? Quelque opinion que l'on ait sur la dite réforme des retraites? Je crois en effet que le sort des femmes iraniennes, le sort des femmes et des hommes ukrainiens, en effet, c'est la question que vous m'avez posée, c'est... Oui, mais justement, Bernard Lévy, ce qu'elle critiquait, moi je ne veux pas me faire l'avocat du tout de cette réalisatrice qui, en effet, à mon avis, ne prend pas la mesure du coût du cinéma, mais elle dénonce justement une espèce de chape de plomb un peu qui s'est abattue ces dernières années sur la France, où on a quand même, c'est vrai, là où je peux aller une seconde dans son sens, c'est qu'on a le sentiment finalement que toute contestation sociale aussitôt suscite de la part du pouvoir une réaction hostile et qui devient rapidement violente, qu'il y a un petit climat dans les médias où on sent qu'il y a des pressions souvent qui viennent d'en haut, peut-être un peu plus qu'avant. Il y a une espèce comme ça de raidissement de la part du pouvoir politique. Hélas, sur vous, le privilège de l'âge, je crois un peu moins qu'avant. Croyez-moi, la pression du pouvoir, je ne sais pas quelle pression vous subissez, mais je suis convaincu que c'est moins qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Je ne sais pas. Moi, je suis pas convaincu de ça parce que on n'est pas obligé d'épiloguer sur le sujet, mais je crois qu'il y a une certaine oligarchie maintenant qui possède une concentration médiatique entre les mains d'actionnaires qui peuvent être interventionnistes, par exemple, et qui peuvent être proches du président de la République, par pure hypothèse. Et il y a eu quelques cas récemment. Il y a une ambiance particulière. Pour l'instant, quand je vois l'intensité du Macron bashing à peu près partout,
Ils doivent pas avoir... pas tout à fait partout, non. À longueur on de journée, à longueur de colonne. Écoutez, Le Monde change régulièrement des titres. C'est encore arrivé récemment avec un article polémique de Ivan Trippenbach, excellente journaliste, qui a dû changer son titre dans la journée parce qu'elle contestait le fait que le gouvernement prenait des mesures illégales contre les manifestations. Il y a d'autres journaux comme ça il y a carrément des crises à l'intérieur des rédactions parce que les journalistes protestent contre des lignes éditoriales qui sont imposées par la direction. Donc il y a quand même un climat. C'est aussi ça qu'elle dénonce. Par l'actionnaire, c'est pas la même chose. Par la direction sur la pression de l'actionnaire. En tout cas, vous, ce climat-là, vous ne le ressentez pas. Vous ne parleriez pas d'un début de chape de plomb. Je ne sens pas la chape de plomb. Encore une fois, je ne veux pas remettre le couvert, mais je la sens ailleurs, pas tellement en France. Et deuxièmement, je me fais une autre idée du climat dans les rédactions et de l'état d'esprit des directeurs de rédaction. Je ne les sens pas, honnêtement, où que ce soit, aux ordres de leurs actionnaires. Alors, vous prenez un exemple du Monde, je suis très surpris. Vous regarderez par exemple ce changement de titre. En tout cas, Charles a mené l'enquête sur ce sujet. Non, mais ils ont... J'ai vu moi-même le titre changer, ils ont dû s'expliquer, les lecteurs ont protesté, ils ont fait croire que c'était la journaliste elle-même qui avait voulu changer. Je suis certain que c'est faux. C'est des choses qui arrivent. Non, mais ça, je suis d'accord que ça arrivait sous d'autres présidents. On ne va pas épiloguer sur le sujet. Non. Mais je trouve qu'il y a une raideur. Et il y a aussi dans le macronisme une incapacité à entendre la critique qui, là, quand même, est très forte. Comme ils se veulent le cercle de la raison qui devrait englober tous les gens raisonnables de droite et de gauche. Regardez comment ils réagissent. Ils sont estomaqués qu'une palme d'or... qui donc a une espèce de force institutionnelle, aille frontalement contre eux. Et entendez cette députée qui dit « Non, mais quand même, le Festival de Cannes, ça devrait être un moment de rêve. Ils veulent que tout soit bien dans l'ordre, bien à sa place. » La députée qu'on vient d'entendre a tort. Et je voudrais qu'on naturellement, Cannes n'a pas à être un moment de rêve. On ne vit pas dans un univers enchanté. Et Cannes n'est pas soustrait aux tragédies du monde. Ce ne sont pas que des robes et des paillettes. Revenons au macronisme et à Elisabeth Borne, en l'occurrence. Autre déclaration qui a suscité un torrent de réaction. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil ? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ? Je pense que ça serait une bonne chose. Alors évidemment, le Rassemblement national a riposté. Il y a eu tout un tas de réactions, notamment de Sébastien Chenier. On l'entendra dans un instant. Mais d'abord, un mot sur ce qu'elle dit. Le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec Elisabeth Borne ? Le nom a changé, mais l'arrière-cuisine est la même ? L'arrière-cuisine, les grands référents idéologiques, les réflexes. Voilà, oui, bien sûr. Je vais avoir l'air d'être le macronien de service, mais... Elisabeth Borne a totalement raison quand elle dit ça. Bien sûr que le Rassemblement national... l'ADN est le même. Le programme originaire n'a pas été critiqué. Madame Le Pen continue de penser que Jacques Chirac a eu tort, par exemple, de mettre en cause la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv de 1942. Elle continue de penser que Chirac s'est trompé, qu'il a eu tort. Voilà. Puis il y a des réflexes, il y a une manière d'être. Un exemple. Depuis 10 ans, on ne va pas remonter à la nuit des temps et au Waffen-SS du père. Depuis 10 ans, chaque fois que la France a été, pour une raison, qu'elle ait eu tort ou raison, engagée dans un conflit militaire, dans un conflit armé, d'accord ? Marine Le Pen a toujours eu le réflexe collabo. Elle a toujours eu le réflexe de tendre la main à l'ennemi. La Libye, il y avait des aviateurs français qui risquaient leur peau, elle était pro-Kadhafi. La Syrie, il y avait des instructeurs français sur le terrain, aux côtés des Américains, elle était pro-Bachar al-Assad. L'Ukraine aujourd'hui, nous avons sur le terrain le meilleur de nos arsenaux. Elle le dit aussi, la première ministre. Si je puis me permettre, là... Donc ça, c'est un réflexe. Je précise juste une chose. La première ministre ne met pas dos à dos LFI et le Rassemblement national, sauf sur le lien ambigu avec la Russie. Elle le redit dans cet entretien. Si je puis me permettre, d'abord sur les liens
avec le pétainisme, etc. Je recommande un autre article du Monde qui parle des liens entre Jordan Bardella et deux anciens du GUD, messieurs Lousteau et Chatillon, qui sont actionnaires du principal prestataire de communication du RN. Et l'article explique comment il a un peu de mal à couper les ponts avec ces messieurs qui sont par ailleurs proches de la mouvance nationaliste révolutionnaire, et donc, un voulez courant en venir, néofasciste voulant combattre notamment l'impérialisme américano-sioniste. Donc on voit très bien l'ambiance. Donc ce que je veux dire, c'est que le lien du RN avec ces mouvements-là, il n'est pas seulement historique, en fait, il est toujours présent puisqu'on voit que les liens persistent et c'est documenté. Mais en revanche, sur l'international, quand même, Kadhafi, la Libye, ça s'est quand même pas très bien terminé pour la Libye. Et la Syrie, Bachar el-Assad, finalement, Obama a empêché les alliés, l'Occident, d'intervenir. Il s'est défaussé. La question n'est pas là, Charles Consigny. Mais il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts, donc on ne peut pas dire que nous, on a forcément eu la meilleure position dans ce conflit-là. La question n'est pas là. Le réflexe républicain en France, quand on a des hommes, des femmes, des soldates ou des soldats sur le terrain, on ne souhaite pas la victoire de l'ennemi. C'est comme ça dans la République française, sauf une fois sous Vichy. Et là, en Russie, aujourd'hui, c'est un cas absolument... En Russie, bien sûr. Mais en Syrie, qu'est-ce qu'on avait comme hommes sur le terrain? On avait des agents secrets, peut-être, mais on n'avait pas du tout. On avait, cela a été... c'était un on n'avait pas des troupes non plus. C'était un secret. Non, nous avions des forces spéciales en petit nombre, une centaine ou peut-être quelques centaines. Cela a été officiellement reconnu il y a un an ou deux par les Américains et les Français qui se battaient aux côtés des Syriens libres, c'est-à-dire les Syriens qui disaient ni Daesh ni Bachar al-Assad. Oui, mais vous voyez bien, si on... Quand même, on ne peut pas avoir une vision aussi simple des choses. C'est-à-dire, évidemment que dans un monde idéal, on a envie que ce soit ni Daesh ni Bachar el-Assad. Sauf qu'après, il y a la réalité. Même dans le monde réel, je ne veux pas que ça soit ni Daesh ni Bachar el-Assad. Oui, mais après, il y a la réalité. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que Bachar el-Assad est toujours en poste. Et donc, si ça se trouve, peut-être, je dis, c'est une pure hypothèse que j'énonce, peut-être que si ça se trouve, on aurait fait l'économie de beaucoup de morts si, en réalité, on avait joué, par exemple, plutôt la stabilité dans ce conflit-là. On avait tendu la main plus tôt et tous ensemble à Bachar el-Assad, au moment où il gazait les enfants de la Ghouta, au moment où il massacrait les civils d'intervention militaire. C'est Obama qui a lâché l'intervention. Si je puis me permettre, et pour revenir au RN, il est une chose en fait d'être pour la paix dans un conflit et de s'opposer à une guerre pour des raisons morales, pacifiques ou quoi que ce soit. Il en est une autre de se coucher devant l'ennemi et d'être du côté des dictateurs. C'est ces deux positionnements qui pourraient être contre la guerre, mais qui sont fondamentalement différentes. Et force est de constater que le RN est toujours du côté des dictateurs, comme ça a été. Je voudrais qu'on donne la parole au Rassemblement national avec la réaction de Sébastien Chenu, parce qu'on parle du Rassemblement national. Pas en situation de guerre. Sébastien Chenu, et ensuite je vous fais réagir, Bernard-Henri Lévy. Écoutez. Je crois qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable. C'est problématique quand on est... Oui, c'est problématique quand on est Premier ministre, je vous l'accorde. Elle est inculte parce que elle oublie d'ailleurs que dans l'histoire du Rassemblement national, de ce qui était le Front National, il y a eu des gens qui l'ont fondé, comme Georges Bidault, qui était président du Conseil et résistant, comme Michel de Camaret, qui était résistant. Il y a eu Pascal Arrigui, j'y viens. Il y a eu Olivier d'Ormesson. Je rappelle quand même que la dernière fois qu'on a vu un salut nazi à l'Assemblée nationale, c'était M. Réberotte, député Renaissance, qui l'a fait. On n'en avait pas vu depuis la Libération, ou depuis l'occupation plus exactement. Donc quoi? Chaque parti doit balayer devant sa porte? Non. Ce que dit là ce monsieur, c'est qu'en effet, au moment de l'Algérie française, c'est une histoire qui est bien plus ancienne que ça et compliquée. Au moment de l'Algérie française, c'est une aberration de l'histoire peut-être, mais c'est comme ça, il y avait parmi les membres de l'OAS des gens qui avaient été résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est vrai. Mais le fond de sauce, l'ADN idéologique du Front National et du Rassemblement National, c'est pas eux. Eux, c'est ceux qui viennent citer, c'est des égarés dans cette espèce de repère de néo-nazis qu'était le Front National à sa naissance. Et vous savez, on a fait sur le site de ma revue La Règle du Jeu une enquête très poussée il y a quelques années sur des cadres Rassemblement national, des cadres locaux, des cadres de base, leur biographie. Et on a découvert des choses terribles, des malfrats et des gens dont le passé idéologique et les convictions d'aujourd'hui sont très clairement ancrées
dans ce GUD dont on parlait tout à l'heure, ou dans la nouvelle droite des années 80 et 90, le Club de l'Horloge, le Grèce, etc. Donc c'est incontestable, incontestable. Et Mme Borne n'est ni inculte, ni incapable lorsqu'elle dit à midi qu'il fait jour. Elle dit aussi, et après on avancera, que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise a une responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Vous êtes d'accord avec elle ? Une responsabilité à la montée de l'extrême droite, je ne crois pas. Une responsabilité dans la décomposition générale du débat public, dans l'antiparlementarisme ambiant, dans la méfiance à l'endroit des institutions républicaines, ça oui. Le jour où Jean-Luc Mélenchon accueille, il y a quelques années, à la porte du siège de son parti, des officiers de justice venant dans les règles de la loi faire une perquisition et où il les reçoit de manière musclée, ce jour-là, il porte un coup symbolique évident avec son écharpe tricolore aux institutions, c'est vrai. Une certaine responsabilité dans la violence à laquelle on assiste aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elle s'exprime envers les élus. Quand Jean-Luc Mélenchon dit, par exemple, la police tue, il a bien dit ça, quand il dit la police tue, c'est une responsabilité terrible pour un républicain, parce que c'est pas vrai. La police française, elle n'est pas là pour tuer. Si, on peut elle n'est pas là pour tuer. Il n'a pas dit la police française est là pour tuer. Pour l'instant, justement, il dit la police tue. Pour l'instant, c'est un fait. La police se fait caillasser. Il y a des policiers qui sont transformés en torches vivantes. Tout à fait. Voilà. Donc, aller dire après cela, comme une sorte de mot d'ordre, la police tue, c'est en effet anti-républicain et dangereux pour nos institutions et pour notre culture démocratique. Il faut en interroger les causes et réfléchir à comment est-ce qu'on encadre cette pratique de le port d'une arme létale par une institution un homme politique qui aspire à de hautes fonctions. Il faut qu'il interroge les causes et il faut qu'il ait les bons réflexes. Ça, vous posez des questions stratégiques. Vous avez tout à fait raison de les poser. Mais juste, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Parce que vous avez dit, oui, c'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise instillent une méfiance généralisée à l'égard des institutions. Je suis désolé, mais aujourd'hui, qui instille en premier lieu une méfiance à l'égard des institutions? C'est le gouvernement. C'est après tout ce qui vient de se passer, après ce qui a été rappelé par Justine Triet tout à l'heure lors de la réforme des retraites, il porte aussi une responsabilité. Moi, je trouve, de la part d'Elisabeth Borne et de l'ensemble du gouvernement, mais aussi de la part de la gauche, il faut arrêter au bout d'un moment de se rejeter là-bas et de se dire non, mais c'est toi, c'est la LFI qui dit c'est le gouvernement ou l'inverse. Non, moi je crois qu'il faut qu'au bout d'un moment, on réfléchisse tous ensemble à comment est-ce qu'on fait pour que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Et qu'on repose en fait les bases d'un débat gauche-droite clair. Moi j'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble pour que ni Marine LePen ni Jean-Luc Mélenchon n'arrivent au pouvoir. Vous voyez, jamais je ne les mettrai au même niveau. Je ne vous dis pas que je les mets au même niveau. Bien sûr que si. Vous les mettez au même niveau. Je ne vous dis pas que je les mets au même niveau. Je dis que la France républicaine est assez riche en sensibilité, assez riche en tempérament et en culture politique, qu'on ne soit pas réduit à choisir, même s'ils ne sont pas au même niveau, entre une pétainiste d'un côté et un parti qui, de l'autre, à l'Assemblée nationale, donne rendez-vous dans la rue. C'est bien ça. Là, vous les mettez en parallèle, hein, vous comprenez le problème en fait de votre... Mais vous je ne mets pas en parallèle. Mais bien sûr que je vous dis que je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Vous mettez un parti qui réfléchit sur les institutions et un parti pétainiste. Moi, je trouve ça excessivement dangereux. 1789, la France de la commune, la France de la classe ouvrière et de Jean Jaurès, elle est plus riche de sensibilité que cela. Voilà. La France de la commune, elle a été un peu énervée aussi, hein, si je puis me permettre. Et elle en avait pas mal à dire contre les institutions. Hein. Oui, mais les Versaillais étaient beaucoup plus énervés. Qu'est-ce que vous avez pensé, Bernard-Henri Lévy, de ce mot employé par le président de la République après toute une série de faits divers tout aussi dramatiques les uns que les autres? La mort de 3 policiers lors d'un accident grave lors de l'exercice de leurs fonctions, une infirmière mortellement agressée, et puis aussi ces agressions contre les élus, notamment le maire de Saint-Brévin qui en est venu à démissionner. Il a parlé de décivilisation, le président, et depuis on a assisté à tout un festival de définitions. Pour vous, ça évoque quoi de décivilisation? Est-ce que c'est le bon terme? Voilà un bon exemple. Moi, ce qui m'a frappé là, c'est que nous avons tous des mémoires de poisson rouge. Il a dit décivilisation, tout le monde a dit Renaud Camus. Parce que Renaud Camus a fait
il y a quelques années, un livre minable que personne n'a calculé, qui doit s'appeler comme ça. Heureusement qu'il y a des journaux, ceux dont vous parliez tout à l'heure, qui ont immédiatement checké et qui ont rappelé que décivilisation, c'est d'abord un concept philosophique qui vient d'un grand sociologue des années 30 qui s'appelait Norbert Elias, contemporain de Ernst Cassirer et d'Hannah Arendt, qui avait réfléchi sur la période des années 20 et des années 30, la décomposition de la civilisation en Allemagne entre les corps francs de 1900, du début des années 20, et les bandes nazies de la fin des années 30. Et il a dit, voilà, dès lors que l'on met en cause, par la pensée et par les actes, le monopole de la puissance légitime dévolue à l'État, on prend le risque que la décivilisation se défasse, que le lien social se découse. Donc voilà. Vous êtes d'accord avec ce terme et vous trouvez qu'il est assez juste pour décrire ce qui se passe en ce moment? En tout cas, je dis que, moi, il me fait penser à Norbert Elias, et pas à Renaud Camus. Non mais attendez. Pas tous les deux. Vous avez entendu parler du livre de Renaud Camus? Hélas, oui. Vous l'aviez lu, celui-là? Moi, je l'ai lu, et c'est de la merde. Moi, en l'occurrence, vous l'avez lu depuis. Voilà, moi, je l'ai lu, mais bon, peu importe. Bon, c'est très bien. On a eu droit qui va à un chercher festival partout. Mais oui, mais c'est marrant. On sent finalement vous aimez bien Macron, vous avez envie de le défendre. Why not? Je veux dire, non mais pourquoi pas? Je veux dire, mais je le défends. Il en reste bien quelques-uns qui le défendent et c'est remarquable. D'ailleurs, moi, en tant qu'avocat, on est les compagnons des chutes. Donc, je trouve ça noble, si vous voulez, de défendre quelqu'un qui est dans sa situation. En même temps, ne soyons pas dupes. Je pense que la décivilisation que Emmanuel Macron va chercher, la force symbolique du terme qu'il veut, il va beaucoup plus chez Renaud Camus que chez Norbert Elias. Ce qu'il veut faire depuis le début de tout, parce que Emmanuel Macron, en permanence, depuis le début de son quinquennat, en appelle toujours finalement aux besoins d'ordre des bourgeois. C'est toujours, mais si, monsieur, c'est toujours son dernier ressort. C'est votre besoin d'ordre à vous, quand il y a un peu de contestation, quand ça gueule un peu. Quand il y a de la contestation, il organise le grand débat. Quand il y a le grand débat avec des élus, il a débattu avec personne, il n'y avait pas un seul citoyen dans son grand débat. Il a même, me semble-t-il, il n'y avait que des élus. L'observant de l'extérieur, il y a même quelque chose qui est très typique de Macron, c'est que quand il y a de la contestation, comme vous dites, il a une obsession, c'est d'aller au contact. Au contact de qui? Mais avec combien? Avec combien de policiers par déplacement? Au contact des gens qui le contestent. Il y a combien de policiers, combien de cartes de CRS, combien de barrières pour empêcher les gens d'approcher? Au contact de qui? Au contact des forces de l'ordre, ça d'accord, qui font tampon entre lui et la population. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il ne laisse pas sa propre sécurité l'empêcher d'aller... Mais comme il dit, mais vous avez un exemple récent. Mais il voit pas un Français. Mais pardon, non mais serrer des pinces, c'est pas aller au contact, c'est pas discuter avec les gens. Moi, je l'ai vu sur vos chaînes discuter. Je trouve qu'on s'éloigne du mot décivilisation. Le mot décivilisation, selon moi... Charles, est-ce qu'il n'a pas utilisé ce terme aussi pour décrire ce que peut-être beaucoup de Français ressentent en ce moment? Il vient chercher la peur chez les bourgeois. Notre société est de plus en plus violente. Mais ça, c'est ce que... Mais excusez-moi de vous dire... Je ne sais pas s'il vient chercher... Excusez-moi de vous dire que ça, c'est quand même ce qu'on entend en général chez notre oncle un peu réac en fin de banquet. Qui vient vous expliquer que plus rien ne se tient. De décivilisation on a tous, vous voyez, cet oncle réac qui en fin de repas vient vous dire il n'y a plus rien qui tient. Moi, depuis mes études de philosophie, écoutez-moi, depuis mes études de philosophie, c'est de la politique lointaine, je n'avais pas, et donc ma lecture de Norbert Elias, je n'avais pas entendu parler de décivilisation. J'entends pas ça dans les fins de dîner. Deuxièmement, comme philosophe que je suis un petit peu, je pense qu'il y a en effet une vraie question que doivent se poser toutes les sociétés, c'est la fragilité du lien social. Cette espèce de... oui. Cette espèce de lien, cette espèce d'équilibre entre les passions et les intérêts qui fait qu'un lien social tient et la manière dont parfois... sur le lien social, il est champion. Et la manière dont parfois il se rompt, ça c'est une vraie question philosophique et politique. Est-ce que vous diriez qu'on est effectivement dans une société qui est de plus en plus violente. Oui, quand je vois des maires qui sont obligés... Bien sûr, ces maires qui démissionnent ou qui démissionnent moralement, c'est quand même un vrai problème. Ces permanences d'élus, il y a quelques mois, qui étaient caillassées par des manifestants sûrement minoritaires, mais c'est un mauvais signal. Bien sûr qu'il y a des signaux faibles dans la société française qui disent que le lien social est en train il tient...
mais il est en train d'être tiré à U et à dire. Et un lien social, ça peut casser. On a des exemples de cela dans l'histoire. Ça, je ne pense pas que ça arrivera en France. La France a là encore une tradition républicaine trop solide. Mais enfin, il faut entendre ces signaux, bien sûr. Et vous êtes plutôt d'accord donc avec l'utilisation de ce terme du président de la République, des civilisations. On passe au conflit ukrainien. Vous en parliez tout à l'heure, il y a eu une attaque de drone la nuit dernière sur Kiev. L'attaque la plus importante sur la capitale depuis l'invasion russe. Le dernier bilan fait état de 2 morts et de 3 blessés. Voilà ce que ça a donné. On regarde et on écoute ensuite la première réaction à ce sujet de Volodymyr Zelensky. Au cours de cette attaque terroriste, la frappe la plus puissante a été dirigée contre la région de Kiev. 36 drones ont été abattus. C'est ainsi que la Russie célèbre le jour de notre ancienne Kiev. Je précise que vous avez donc, je rappelle que vous avez réalisé 2 documentaires sur ce conflit ukrainien. Vous y allez très régulièrement. Vous êtes en contact, j'imagine, quasiment quotidiennement avec des gens sur place. Vous avez eu des habitants de Kiev qui vous ont raconté ce qui s'est passé parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, là, en fait, sur ces images. Bien sûr que j'ai des habitants de Kiev. Et j'ai même passé une partie de la nuit au téléphone à écouter, à essayer de rassurer des amis, des camarades qui se trouvaient à Kiev sous les bombes. Et je peux vous dire que ce qu'on vient de voir là, c'est une petite image de la réalité. Moi, j'ai été à Kiev il y a quelques semaines ou quelques mois dans des scènes de ce genre. C'est absolument atroce. C'est des alarmes aériennes qui durent 4 heures, qui durent 5 heures. C'est des immeubles entiers qui s'effondrent. Là, pas trop, mais dans d'autres cas, c'est des dizaines de familles qui sont enterrées sous des gravats. C'est atroce. Et là, Zelensky parle de terrorisme. Il a raison. C'est pas de la guerre. C'est même assez frappant. Poutine, qui est incapable apparemment de gagner sur le terrain militaire, il se venge sur les civils de Kiev. C'est ça la réalité. Il perd dans chaque engagement depuis septembre dernier à peu près toutes les batailles, sauf finalement à Bakhmout, mais qui n'était pas un objectif stratégique majeur. Et alors, en effet, dans une espèce de folie punitive et d'une cruauté absolue, il se rattrape sur les populations civiles. Ça s'appelle le terrorisme. Le terrorisme, c'est rien d'autre que ça. Selon vous, cette attaque de grande envergure sur la capitale est plutôt un signe de fragilité. Quel est le rapport de force en ce moment? On nous parle aussi de cette contre-offensive ukrainienne imminente, mais dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose, ni le calendrier, ni les modalités. Vous qui connaissez bien ce terrain, pour le coup, on en est où de ce rapport de force selon vous? Il en est où ce conflit? Moi je pense qu'en effet la contre-offensive va arriver. C'est-à-dire quand? Vous le savez. Je pense qu'elle ne tardera pas beaucoup. Ça, voilà. Vous pouvez pas le dire. Non, si je le savais, je vous le dirais pas, mais je vous dis que je pense qu'elle ne tardera pas. Mais selon vous, on parle de jours ou de semaines? De semaines. Et je pense par ailleurs que le rapport de force militaire, il est en faveur des Ukrainiens. Pour une raison simple, c'est que les Ukrainiens ont un moral d'acier. Ils se battent pour défendre à la fois leur pays et des idées, des valeurs, la démocratie, l'Europe, un certain modèle de société, et qu'en face, il y a soit les gens de Wagner qui sont des canailles et qui sont la pègre sortie de prison de Russie. Et dont le patron joue un jeu assez subtil. Ou des soldats qui n'ont pas... La troupe qui n'a aucune raison de se battre et qui est totalement démoralisée. Donc le rapport de force, aujourd'hui, il est en faveur de l'Ukraine. Des Ukrainiens, sans conteste. Ah, je le crois, oui. Pablo. Vous parlez de rapport de force militaire. Est-ce que pour vous, l'issue est nécessairement militaire? C'est-à-dire, en gros, que les Ukrainiens écrasent l'armée russe. J'ai lu le livre qui est d'ailleurs hyper intéressant et hyper documenté, L'ours et le renard, du colonel Michel Goya, qui lui aussi, en fait, en conclusion, il dit il faut que l'armée ukrainienne écrase l'armée russe. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce que l'issue, ça soit finalement une issue violente et la victoire de la loi du plus fort? Philosophiquement, je sais que c'est un paradoxe parce que bien sûr on est du côté des Ukrainiens, mais est-ce que c'est pas un paradoxe de valider en fait cette loi violente du plus fort?
Écoutez, d'abord, moi, je ne dis pas écrase, mais depuis le 24 février 2022, je pense et je dis, j'ai dû dire sur ce plateau, qu'il n'y a qu'une solution politique à la guerre contre l'Ukraine, c'est la déroute, la capitulation militaire de Poutine. Sinon... Avant toute négociation. Mais bien sûr. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui laissera le temps de se refaire, de se réarmer, et ça sera partie remise pour dans 1 an ou dans 2 ans. Et si c'est pas contre l'Ukraine, ça sera contre la Moldavie ou contre les pays baltes. Quand on a affaire à un pouvoir fasciste comme le pouvoir russe, et là, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du droit, de la démocratie contre la loi de la jungle. Cet homme... C'est un peu la loi de la jungle, c'est ceux qui ont les plus grosses armées, ceux qui vont réussir les à en Ukrainiens n'ont rien demandé à personne. Oui, ils n'ont jamais attaqué, ils n'ont jamais... Non mais ça, j'en conviens tout à fait. Voilà, il n'y a jamais eu la moindre intention d'attaquer qui que ce soit. L'OTAN n'a jamais eu l'intention d'encercler ou d'humilier la Russie. Après... Quand vous êtes attaqué par un Hitler de type nouveau, écoutez, ou bien vous vous couchez et vous pactisez, ou bien vous vous dressez et vous faites valoir le droit et la justice. C'est un terrible échec, genre des 50 dernières années de construction d'une paix mondiale. C'est toujours, mais bien sûr, le fascisme, c'est toujours un échec. Alors c'est un échec, oui, on pourrait remonter à l'histoire. Peut-être qu'en effet, après l'implosion de l'URSS, nous aussi, les Occidentaux, on n'a pas vu ce qui se préparait. Je me rappelle les déclarations de François Mitterrand, de George Bush père, qui disait qu'il ne fallait surtout pas que l'URSS implose. Oui, bien sûr qu'il y a eu des erreurs, mais on ne va pas là non plus passer notre temps à refaire l'histoire du XXe siècle au moment où la maison brûle à Kiev. Parlons du présent. Sur le soutien des Occidentaux, la Russie les accuse, les Occidentaux, de jouer avec le feu après le récent accord qui a été donné par les États-Unis à de futures livraisons d'avions de combat, les F-16, à l'Ukraine. Elle a donné son accord pour la formation de pilotes ukrainiens à ces F-16. La Russie parle d'une escalade inacceptable. Ce sont les mots qui ont été employés. Au-delà de ces condamnations... assez, comment dire, les Russes sont dans leur rôle en disant cela. Est-ce que, ça y est, les Occidentaux ne sont pas devenus des co-belligérants en bonne et due forme? Mais ils le sont depuis le premier jour, Alice Darfeuille, depuis le premier jour, parce qu'ils ont été décrétés tels. C'est pas ce qu'on a toujours entendu. Alors vous l'avez peut-être toujours dit. Ah, mais moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit. Regardez mes chroniques dans Le Point, mes comptes Twitter, je l'ai toujours dit. Depuis le premier jour, ils sont co-belligérants parce que la Russie les a déclarés tels. Moi j'étais en Ukraine avant 2022. J'ai débattu publiquement avec l'un des idéologues de Poutine qui s'appelle Douguine, Alexandre Douguine, qui est un idéologue néofasciste soutenu en France par Alain Soral et Alain de Benoît, etc. Donc je connais ces gens et je sais depuis des années que l'Ukraine pour eux c'est une étape, mais que leur but de guerre c'est l'Europe et les démocraties libérales. Mais c'est pas sérieux. Mais Bernard, attendez, c'est pas sérieux. Non, mais c'est pas. Excusez-moi, c'est pas sérieux. On peut pas penser sérieusement que Poutine compte attaquer les pays de l'Union européenne. Payer le Front National, d'accord. Payer le Rassemblement National, s'ingérer dans des élections, favoriser le retour de Trump aux États-Unis par tous les moyens comme il l'a fait pour la première fois. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire, que ça ne comporte aucun risque de devenir co-belligérant? Si, alors moi, ce que je trouve dangereux, c'est de nous proclamer co-belligérants, justement. Mais on se proclame. C'est vous qui nous proclamez co-belligérants. Moi, je vous dis que depuis le premier jour, vous dites qu'on l'est de fait. Oui, mais Poutine nous déclare co-belligérants. Le 19 décembre, puisqu'il n'est pas sur notre territoire. Le 19 décembre 2021. Ça nous fait rentrer en guerre. Le 19 décembre 2021. Vous vérifiez à la sortie de ce studio. Le Kremlin adresse un double ultimatum à l'Occident et notamment à l'Europe. Il menace l'Europe de ces fameux missiles hypersoniques qui ont été arrêtés la nuit dernière d'ailleurs dans le ciel de Kiev. Et c'est l'Europe qu'il menace. Regardez, 19 décembre 2021. Il ne passe pas à l'acte, Bernard Lévy. De fait, il ne passe pas à l'acte. Et donc, on a le droit de prendre aussi ces menaces. Mais heureusement qu'il ne passe pas à l'acte. Oui, mais heureusement que nous, on ne prend pas ces menaces au premier degré. Si on les prenait strictement au premier degré, on balancerait des bombes sur la Russie. Et heureusement, on ne le fait pas. Quand quelqu'un manipule, quand quelqu'un tente de manipuler les élections qui nous fait pas trop rentrer en guerre. Quand quelqu'un tente de manipule de fait les élections dans mon pays,
paye un parti factieux dont nous parlions tout à l'heure, qui est le Rassemblement national. Et quand depuis des années, quand il calcule, lui ou le président de la Douma ou son vice-président, le nombre d'heures qu'il lui faut pour atteindre la Pologne, pour atteindre Strasbourg, etc., en tout cas, en effet, je l'entends. Oui, je ne dis pas que ça va se passer, mais comme je ne suis pas une autruche, comme je connais un peu l'histoire de l'Europe et l'histoire de France, je dis qu'il faut, en effet, entendre vous expliquez, les dictateurs. Juste cette question-là, comment vous expliquez qu'il y ait autant de pays qui restent du côté des Russes? Les Émirats arabes unis, en fait, sont du côté des Russes. Ils permettent d'ailleurs à leur économie de continuer de respirer. Le président Lula, président brésilien, adoré par toute la gauche, n'a pas voulu saluer Zelensky dans le dernier sommet où ils se sont retrouvés. Comment vous l'expliquez? L'explication, c'est très simple. La Chine, j'en parle même pas. L'anti-américanisme, qui est une espèce de religion planétaire, un réflexe pavlovien. Quand l'Amérique est embarquée d'un côté d'une barricade, on se met de l'autre côté. Ça, il y a des tas de pays qui raisonnent comme ça. Et deux... Ne dites pas que quand même tous ces pays du monde sont des idiots. Non, je dis que l'anti-américanisme est plus qu'un réflexe, que c'est une vraie idée, une vraie idéologie. Construite, armaturée. En France, on sait d'où ça vient. Ça faisait partie de l'arsenal des idées fascistes des années 30, Rieux-La Rochelle, et ainsi de suite. Donc c'est une vraie idéologie, l'anti-américanisme. Basée aussi sur elle continue de sévir en Europe. Notamment en Amérique du Sud. Elle continue de sévir. Alors, il y a des raisons, en effet, d'en vouloir aux Américains, par exemple en Amérique du Sud, oui. Mais quand je vois quelqu'un comme Lula, que j'admire infiniment, quand je le vois tenir la balance égale entre l'agresseur et l'agressé, quand je le vois poser au faiseur de paix qui va réconcilier Poutine et Zelensky, les bras m'en tombent et je suis accablé. Accablé pour le Brésil, accablé pour Lula et accablé pour les valeurs qu'il représente. Parce qu'en effet, il est parasité par cet anti-américanisme débile. En revanche, il y a une image qui vous a fait plaisir, Bernard-Henri Lévy. Je l'ai vue parce que vous l'avez postée sur votre compte Instagram. Plein de choses nous font plaisir. La voici, cette image. C'est cette image de Zelensky qui arrive à bord d'un avion militaire français pour participer au G7. Bien sûr. Au Japon. Oui. Vous avez ressenti quoi, en voyant ça? Quand j'ai vu ça, je l'ai écrit, j'ai été fier d'être français. Quand j'ai vu qu'en effet Zelensky, pour une de ses rares vraies sorties, où il ne parle pas par Zoom, que c'est la France qui le transporte, la France qui garantit sa sécurité et le protège, j'ai été fier, j'ai été heureux pour venir à une réunion tout de même majeure, où il a eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer quelques-uns des leaders des pays dont vous parlez. L'un a refusé de serrer la main, les autres ont eu des entretiens, ce qui fait que d'ailleurs, on va voir, on aura peut-être des surprises, en tout cas je l'espère, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous verrez peut-être un bouger dans la position de certains de ces pays du Sud. Mais lesquels, par exemple? Peut-être, je ne sais pas, peut-être la Chine, peut-être l'Inde, on va voir. Vous savez, il y a les calculs politiciens et tout ça, et puis il y a parfois quand même la vérité, la noblesse des hommes et de leurs passions qui ont un certain effet. Allez savoir ce qui s'est passé dans la tête de tel ou tel dirigeant. Je ne veux pas vous donner des détails parce que j'ai ma petite idée, mais j'en sais rien. Quand ils se sont trouvés en face de Zelensky, en face de ce personnage magnifique, qui est probablement l'un des personnages, ou sinon le personnage le plus respectable de la politique mondiale aujourd'hui. Écoutez, ils ont beau être anti-américains, peut-être que certains d'entre eux, dans le secret de leur soliloque intérieur, dans les heures qui ont suivi, se sont dit au fond, on a peut-être tort de défendre cette espèce de pantin momifié qu'est Poutine, alors qu'on a là un personnage courageux, magnifique, une sorte de Churchill ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'il je me demande un peu si vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Là, on est dans votre tête, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans celle de ces dirigeants. On est aussi là ce soir pour savoir ce qui est dans la tête de Bernard-Henri Lévy. Je ne sais pas s'ils pensent tous comme vous. Est-ce que vous pensez qu'il va faire changer d'avis le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a donc été réélu ce soir, qui a plutôt une position pro-russe, en l'occurrence. Il a été félicité par Zelensky. Il a été réélu, on a appris, la commission électorale, ça y est, a validé les résultats. Alors ça a été serré, il a été réélu au deuxième tour, mais il est de nouveau président de la Turquie, malgré une crise économique très importante, malgré une politique de plus en plus autoritaire, notamment à l'égard des femmes. Malgré les journalistes emprisonnés. Malgré la gestion d'un séisme catastrophique. En fait, il est invincible, cet homme-là.
Comment l'expliquer? Je ne crois pas qu'il soit invincible, mais l'opposition était divisée, les manifestations ont été matraquées. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, ce mouvement magnifique sur la place Taksim, le parc Gezi à Istanbul, qui était tellement pleine d'espérance, qui ont été... Alors là, pour le coup, je peux vous dire, ça, la chape de plomb, c'est pas la chape de plomb, c'est les matraques et les tirs quasiment à bout portant. Mais malgré tout le monde le félicite ce soir. Hein. Macron, Biden, Zelensky, Poutine, on y va, bravo. Moi qui ai la chance de pas être, d'avoir aucune responsabilité, moi je peux vous dire, ce soir, j'ai qu'une envie, c'est je suis triste pour les militants des droits de l'homme en Turquie, je suis triste pour les Arméniens qui vont se reprendre encore 5 ans de révisionnisme d'État, je suis triste pour les Kurdes qui vont se faire massacrer encore comme ils l'ont été si souvent pendant les 5 ans qui viennent. Et je suis triste pour les Ukrainiens parce qu'en effet, je crois que Erdogan a depuis longtemps choisi son camp, même s'il joue l'ambiguïté, et que il y a une espèce de fraternité horrible entre ces deux personnages que sont Poutine et Erdogan. Les Turcs installés en Europe, ils votent plutôt Erdogan que pour l'opposant. Comment vous l'expliquez ça ? Alors qu'ils vivent dans des démocraties libérales. Alors peut-être qu'en effet, ils ne savent pas ce que c'est que les coups de matraque sur la place Taksim, ça c'est certain. Est-ce que, mine de rien, bien que ce soit un dictateur abominable, est-ce qu'il n'a pas donné quand même ces dernières années une espèce de fierté turque, une espèce de puissance turque qui... En 3 ans, le pouvoir d'achat des Turcs a diminué de moitié. Leur monnaie nationale a été divisée par 3. Ils sont très actifs sur le plan géopolitique. Au début de son mandat, de son premier mandat, il a sorti de la pauvreté énormément de catégories populaires. 3 dernières années, depuis la crise de l'été 2020 ou 2021, quand il y a eu ce bras de fer avec les États-Unis sur ce pasteur otage, la Turquie va de mal en pis. Erdogan est quand même ce type qui a nommé son gendre à la tête de la banque d'État pour après le virer parce que le gendre était pour les taux d'intérêt, que lui était con. Il a dit je suis contre les taux d'intérêt. Bon, c'est ce qui se passe ce soir à Istanbul et à Ankara est triste. Voilà. Et d'abord, d'ailleurs, pour le peuple turc. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et à bientôt. Vous retournez quand en Turquie en Ukraine, en l'occurrence. Vous allez peut-être aller en Turquie aussi? Non, en Turquie, je crois que je suis assez blacklisté. Mais en Ukraine, sûrement très vite. Très vite. Bon, vous nous tiendrez au courant. Merci d'être venu. On va essayer de faire quand même un petit match. Surtout que Charles Consigny est déchaîné ce soir. Il a mobilisé la parole sur Cannes. 23h43. Vous allez faire un match tous les deux là? Oui, c'est le match du dimanche soir. Oui, mais je sais. Vous connaissez. Vous êtes un habitué du Week-end Direct. Mais vous pouvez rester, nous regarder si vous voulez. On reprend toutes vos réponses et on dit si on a aimé ou pas. On dit alors, comment tu l'as trouvé, BHL? Oh, pas mal. On va changer de sujet en l'occurrence. On va essayer, parce qu'on se renouvelle.